Salut Cyril, je te souhaite la bienvenue au laboratoire du web dans cette interview qui va être, je suis sûr, très enrichissante. J'espère que tu es en forme. Salut Fabien, merci de me recevoir et merci beaucoup de ton invitation d'abord. Et moi, je suis très en forme avec le soleil au-dessus de moi, donc tout va très très bien. Ouais, j'espère Génial. que Eh bien, toi écoute, aussi. je suis ravi de pouvoir discuter avec toi. Encore un entrepreneur dans ce podcast, je ne sais plus le prononcer tellement je le fais. Et je commence toujours avec ma traditionnelle question. J'aimerais que tu nous présentes le Cyril enfant. Donc, aussi loin que tu te souviennes, quel enfant tu étais? Turbulent, agité. J'étais un enfant qui était qui en faisait voir de toutes les couleurs à ses parents, probablement par manque d'attention. D'eux d'ailleurs. Je faisais pas mal de pitres, je me cachais dans les magasins, mes parents me cherchaient partout. Je les ai disjonctés clairement. Voilà, c'est surtout parce que j'avais une âme d'aventurier, je l'ai compris bien plus tard, parce que j'avais vraiment une âme d'aventurier, j'avais envie vraiment de m'écouter moi, j'avais vraiment une oppression de la liberté un peu avec mes parents. Et j'avais vraiment cette envie tu vois, si j'avais envie de me cacher, c'était pas pour les faire chier, c'était parce que j'avais juste envie de me cacher. Voilà. Un enfant un peu incompris, si j'ai envie de dire là-dessus. En tout cas, vis-à-vis de mes parents. Et à l'école, j'étais plutôt normal, lambda, en tout cas jusqu'à un certain âge. Mais en tant qu'enfant, j'étais assez normal. Voilà, j'écoutais les cours, mais je bavardais souvent avec mes, euh, avec mes camarades. Mais surtout, j'ai toujours eu un axe sur la créativité. J'aimais bien apprendre et créer des choses avec ce que j'apprenais. Je sais pas, par exemple, si j'apprenais, tu sais, on faisait comment t'appelais ça à l'époque? Tu sais, Oui, ouais, les trucs où ouais, tu disais un nombre et puis après dessous, là, tu choisissais, je sais plus comment ça s'appelait. exactement. Je sais plus non plus ce truc là, que tu prenais par-dessous, que tu pouvais faire tu avais 8 solutions différentes là. Et j'aimais bien faire ça, j'avais appris à faire ça et j'en avais créé pour toute la classe, des machins. Tu vois, toujours vraiment là-dessus. Je créais ça et j'aimais bien rédiger des petits trucs sympas et tout. Tu vois, j'en avais même glissé un pour la fille que j'aimais bien secrètement. Et du coup, j'avais fait un truc pour elle, tout ça. Tu vois. Non, pour dire que j'ai toujours aimé apprendre et créer quelque chose à des fins personnelles et utiles. Voilà, même quand j'étais plus jeune, quoi. Voilà pour le côté enfant. Je faisais pas mal de sport, énormément de sport. J'aimais beaucoup me dépenser. J'ai toujours été un peu plus grand. Là, je vais pas parler vraiment enfant, mais j'ai toujours été dans des sports un peu extrêmes. Vraiment des choses qui, voilà, j'aimais bien me faire mal, non pas pour me faire mal, mais pour apprendre, me relever, retomber. J'ai fait pas mal de skate, par exemple. Skate qui est quand même un sport de sadomaso, quoi. Parce que Mhm. tu passes plus de temps par terre que sur ta planche, quoi, sur le principe. Et du coup, ouais, c'est ce côté un peu, ça m'a appris la persévérance, ce genre de choses. Mais là, je transige un peu vers le côté adolescent, mais voilà pour mon côté enfant. Donc, ouais, plutôt turbulent et très agité, mais très créatif et très aventurier. Ok, ouais, c'est un profil qu'on retrouve quand même assez souvent pour avoir interviewé pas mal d'entrepreneurs. Il y a souvent ce truc d'ancrer, alors de différentes manières suivant les gens, mais de liberté, enfin, de vouloir un peu, de voir le monde un peu différemment de certains. Après, j'ai envie de te dire, c'est presque le propre de l'enfant, finalement, d'être créatif voilà, c'est après que ça peut se gâter, suivant ce qu'on en fait. Et tu te voyais comment, toi, quand tu étais petit, tu te voyais comment plus tard? C'est-à-dire professionnellement, personnellement. Oui, bah, quand tu étais petit, je sais pas, allez, pour simplifier, tu pensais faire quoi comme métier? Enfin, tu voulais faire quoi quand tu serais grand? Il y a bon, ouais, des trucs de base quand t'es gosse. Quand j'étais vraiment gosse, tu sais, j'aimais bien Hooker. Je sais pas si tu te rappelles de la série Hooker sur France 3. C'était un policier. Donc, tu sais, j'aimais bien imiter le générique, etc. Tu sais, quand t'étais gamin. Tu vois, policier, des trucs vraiment lambda, hein, vraiment là-dessus. Voilà. Mais par contre, il y a un truc. Je me voyais pas forcément quelque part, mais je savais par contre que je ne voulais pas. Autant je n'avais pas vraiment d'objectif petit. Voilà, il y a juste un truc qui a toujours été présent, c'est que j'ai toujours voulu faire musher. Musher, c'est conducteur de chien de traîneau. C'est quelque chose qui, depuis que j'ai 5 ans, je me dis, je vais habiter en montagne, j'aurai de la neige chez moi, j'aurai des chiens, j'ai toujours aimé les chiens. Mon objectif a toujours été le musher. Ça, c'était vraiment le truc qui restait, mais en rêve très éloigné, en mode, bon, ouais, mais Cyril,
faut un diplôme, faut travailler, faut machin, tout ça. Et du coup, vous voyez, j'avais pas vraiment d'aspiration autre que ça. Et par contre, je savais que je voulais pas quelque chose. C'était, je voulais pas faire finalement comme mes parents, comme ma famille, comme tout le monde. En fait, je voulais pas avoir ce travail. Je voyais mon père partir tôt, rentrer tard. On perdait des moments ensemble que j'avais pas. Et enfin, plus avec lui, enfin pas et plus du coup. Et ça me manquait, tu vois. Aujourd'hui, si j'ai un vrai regret sur mon enfance, c'est de pas avoir fait, par exemple, plus de balades à vélo avec mon père ou des trucs comme ça, quoi. Plus d'activités en famille, parce que forcément, quand il travaillait beaucoup, le week-end, il était plutôt fatigué, etc. Donc, c'était un peu compliqué, hein. Mais quelque part, ça a été aussi une grande chance, parce que ça m'a permis d'être obligé, dans mon ennui, d'être créatif. Donc, tu vois, c'est jamais vraiment perdu, finalement. Mais je voulais pas ça du coup, à cause de ça ou grâce à ça finalement. Je voulais pas, je voulais vraiment pas avoir ce travail de salarié. Aujourd'hui, je l'appelle salarié, mais à l'époque c'était, je ne me vois pas faire rentrer tard. Enfin, je comprends pas le but de faire ça en fait. Je vois pas le but. C'est finalement, il joue pas avec moi, euh, il travaille. Pourquoi? Tu sais, t'as pas la notion d'argent encore. Enfin, tu comprends que c'est pour la maison tout ça, mais t'as pas la notion d'argent. Et du coup, tu vois pas vraiment l'intérêt. Le petit, je voyais pas cet intérêt-là. Donc, j'étais très content quand mon père était là, qu'on avait des repas de famille, etc. Machin, je pouvais être avec lui. Mais c'est quelque chose qui, je savais que c'était pas ça que je voulais. Voilà. Ok, oui, je comprends bien. Et même moi, à titre personnel, j'avoue que l'entrepreneuriat, j'aime ce côté-là de pouvoir aller chercher mes enfants à l'école, les emmener, profiter de le week-end, enfin d'être là pour eux. Euh, avec le confinement, et on a été beaucoup là pour eux et eux beaucoup là pour nous. Il y a des limites, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire et que c'est pu réveiller cette flamme de ne pas reproduire ce schéma-là. Euh, Avant qu'on fasse le lien, moi j'aime bien faire, tu vois, on a présenté un petit peu l'enfant que tu étais, tes petits rêves d'enfant, petits ou pas forcément petits d'ailleurs. Et avant qu'on aille sur le chemin qui t'a emmené là où tu es aujourd'hui, j'aimerais que tu présentes ce que tu fais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup d'activités différentes. J'ai pas mal de sociétés. Aujourd'hui, ce que je fais principalement, j'ai trois, quatre gros cœurs de métier. Je fais de l'emailing, d'affiliation. Donc, je travaille l'affiliation avec des bases email. Donc, on prend des bases de données de gros clients, des marques connues au moins connues. On prend leurs bases de données, on en fait d'argent et on leur rétribue une partie de la marge. Et nous, on prend une partie de la marge également. Ensuite, j'ai une autre activité où j'ai une régie d'affiliation, où c'est du coup, je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire autant je fais d'emailing, je passe par des régies d'affiliation pour avoir des programmes. Donc, l'affiliation, c'est récupérer le produit de quelqu'un pour l'envoyer sur l'audience que tu as, pour faire de l'argent dessus. Et du coup, on a une régie d'affiliation qui, naturellement, vu qu'on faisait des mailings d'affiliation, on s'est dit, allons démarcher les annonceurs qui proposent des programmes en direct. On les met à disposition pour nous. On connaît aussi nos concurrents et nos concurrents venaient chez nous envoyer du trafic sur nos offres. Ensuite, on est passé un peu annonceur. On a commencé à créer, c'était à l'époque des e-books, etc. On a commencé à créer des petits bouquins, des petits produits, des petits machins, comme ça existe aujourd'hui, hein, voilà, et on essayait de les vendre, etc. Ça n'a pas été un franc succès, mais ça nous a permis de nous mettre un peu vraiment à la pub, à l'achat de médias publicitaires, qui aujourd'hui s'appelle dans notre secteur le media buying. C'est un mot qui est un peu maintenant, qui veut tout et rien dire, mais voilà, on a du coup, par opportunité, on est des gros opportunistes, c'est-à-dire que nous, on est des créatifs et quand on sent qu'une opportunité est bonne, on fonce dedans. Et du coup, on a bondi sur la rencontre en ligne pour une raison simple. C'est que ça sert à rien de vendre un e-book à 50 euros, autant vendre un abonnement à 30 euros pendant 10 ans, quoi. Voilà, 30 euros par mois pendant 10 ans. Bon, dit comme ça paraît logique. Mais voilà. Et aujourd'hui, on a encore des gens qui ont pris des abonnements rencontres en 2010, quand on balbutiait sur le système, qui sont encore abonnés à des systèmes rencontres en 2020. C'est Oui, quand même. incroyable. Quand même, ils ont remis 3 fois leur carte bleue, parce que c'est à peu près tous les 3 ans, maintenant 5 ans, ils ont remis 3 fois leur carte bleue. Pour te dire que c'est donc un besoin qui a toujours été là pour eux, etc. Et c'est énorme, quand tu vois 30 euros par mois pendant 10 ans, enfin, tu vois le truc, quoi. Et donc, du coup, ça, à l'époque, on l'avait un peu compris. Il y avait un mec qui m'a dit, j'ai toujours gardé cette phrase, dans la vie, je ne veux pas te faire bannir ou quoi, donc je fais faire gaffe à ce que je dis. Dans la vie, tu as besoin de 3 choses. Tu as besoin d'un toit, de bouffer et de faire l'amour.
Donc, c'est les trois choses dont les gens auront toujours besoin. Pour le coup, c'est l'evergreen absolu, quoi. Les gens auront toujours besoin de ça. Et c'est vrai. Et finalement, à part l'agroalimentaire, on a toujours été dans l'immobilier, la rencontre en ligne. Maintenant, on est vraiment dans la rencontre en ligne parce qu'on a vraiment pris une bonne place. Mais c'était le business qui nous semblait le plus logique. Donc voilà les trois grosses activités. Et aujourd'hui, j'en crée une nouvelle qui est très personnelle, qui est sur l'infoprenariat, où j'apprends justement à des entrepreneurs ou des nouveaux entrepreneurs à réussir sur le web à travers tout ce que j'ai appris, donc, notamment à travers le mailing, mais dans l'affiliation, dans la fidélisation de l'audience, dans énormément de sujets que j'ai appris au milieu. Voilà. Ok, très intéressant. Et ça montre aussi aux gens parce qu'en fait, il y a plusieurs styles d'entrepreneurs et souvent, quand on baigne un peu dans l'entrepreneuriat, il y a les entrepreneurs qui sont visibles, qu'on voit. Et donc, du coup, psychologiquement, on se dit, tiens, ils réussissent parce qu'on voit des signes de réussite, ce qui, entre nous, ne veut pas forcément dire grand-chose, comme celui qui a la belle voiture, mais qui s'est mis un gros crédit sur le dos. Et puis, tu as plein d'entrepreneurs comme ça qui réussissent et qu'on ne voit pas forcément et qui montrent que finalement, être un entrepreneur, ça ne veut pas juste dire être visible. C'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux, on pourrait faire vite le raccourci youtubeur, instagrammeur, je sais pas quoi, snapchatteur, je sais même pas si ça marche encore, mais peu importe, tiktoker. On a l'impression qu'il faut être visible pour réussir. Alors finalement, il faut juste mettre le doigt sur comme tu as dit, des opportunités et de savoir les saisir. Alors merci pour la présentation. Et j'aimerais qu'on fasse le lien maintenant entre cet enfant qui voulait être musher. Donc aujourd'hui, je ne sais même pas si tu as un chien. As-tu un chien aujourd'hui? J'ai eu un husky pendant 3 ans, 2-3 ans. Je l'ai élevé. J'ai toujours adoré en fait l'éducation canine, donc je suis vraiment à l'aise là-dessus. Puis les huskies sont des chiens qui sont très particuliers, ils sont très fugueurs. C'est pas forcément une vérité, mais quand même, ils sont très fugueurs et ils sont ils te testent constamment. Mais ça, c'est valable pour beaucoup de races et notamment les enfants, notamment la race humaine. Et ils te testent constamment et tu dois toujours il faut savoir faire des choses. Tu vois, moi j'avais appris dans l'éducation canine qu'il fallait bouffer ton chien. Tu vois. Alors je m'explique. Il fallait lui manger le cou, le mordre le cou, arracher une touffe de poils pour le soumettre. Tu vois, ça peut paraître un peu dingue. J'espère que j'ai pas les anti-animaux qui me tomberont dessus. Enfin, les mecs pour la défense des animaux, mais ça marche comme ça. C'est la méthode un peu à l'américaine, à la canadienne, mais ça marche vraiment comme ça. Et mon chien était vraiment, ma chienne, était vraiment extraordinaire avec toutes ces expériences que j'ai pu faire dans cette éducation canine avec elle. Et elle était vraiment extraordinaire. Donc oui, sans parler trop d'éducation canine, ouais, j'ai eu un chien, j'ai eu une chienne, exactement, ouais, pendant 3 ans à peu près. Ok. Et bon, du coup, tu n'es pas musher en tout cas. Qu'est-ce qui fait que ça a été quoi les déclics sur ton parcours là depuis de là où on en était tout à l'heure, donc vers la fin de l'enfance, l'adolescence, à aujourd'hui Cyril l'entrepreneur. Ça a été quoi tes déclics et ton parcours? Il n'y a pas eu vraiment de déclic. Il y a eu un saut dans le vide et il y a eu des évidences et il y a eu de l'apprentissage. Honnêtement, franchement, ça doit se résumer des trois. Donc, pour entrer dans le détail, j'avais une formation de commercial, j'ai fait des études de commerce, j'ai fait un UT, j'ai fait un BEP vente, j'ai fait un bac pro vente, et après je suis parti en DUT Tech Deco. Ensuite, j'ai voulu intégrer une licence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pas un déclic, mais il y a eu un événement, c'est que pendant mon UT, j'ai rencontré un prof qui faisait des dictées. Et il m'a dit, il nous avait demandé de rédiger un CV. Et moi, dans ce CV, j'avais expliqué que j'avais des connaissances en base de données, PHP, développeur de site, machin. Il m'a dit, bah, tiens, il a voulu me faire travailler un peu gratuit. En fait, il m'a dit, tiens, j'ai une idée, j'aimerais la développer. Je suis rentré un peu avec lui dans le sujet. Et en fait, on a créé un système où on mettait des commentaires. Il faisait faire des dictées aux élèves. Et on avait créé un système en ligne où il mettait les notes, les commentaires par élève, etc. Machin. Et on a fait évoluer cette idée-là en une sacrée foutue idée où on revendait finalement un système de e-learning, un système d'apprentissage orthographique avec sa méthode pédagogique. Et tout était automatisé. Il y avait les corrections par mot. On avait créé un correcteur quasiment d'orthographe par mot. Tu vois, je me rappelle encore de ce truc un peu bizarre, mais quand tu essaies de prévoir les erreurs de lait, tu sais, par exemple, les animaux, le lait,
Je me rappelle qu'un jour, dans une dictée, il y avait un mec qui avait écrit L-A-I-T, quoi. Tu vois, le lait L-A-I-T. Le genre d'erreur que tu ne peux jamais imaginer. Donc, ça a fait travailler un peu l'esprit là-dessus. On avait créé un algorithme, etc. Machin, on l'avait déposé sur un brevet, on est allé voir des écoles, on faisait un peu le commercial, j'avais donc la formation commerciale, etc. On avait démarché, on avait quasiment signé pour 950 000 euros de mise en place dans les systèmes, et on avait juste des charges de serveurs en fait qui hébergeaient le site, c'est tout. Et tout avait été fait, il y a eu 2 ans et demi de travail, tout a été fait là-dessus, et finalement, voilà, mon associé a dit, il m'a envoyé un jour, je ne savais même pas que ça existait, un contrat cadre qui permet en fait de vendre les droits d'un particulier à travers de l'argent. Voilà. Il m'avait envoyé un contrat cadre et il m'avait dit je te rachète les droits pour 4 000 euros. What the fuck. Et en fait, il m'avait fait un coup à l'envers. Donc, première grosse expérience d'échec. Enfin, j'en avais eu une avant, mais on en parlait après. Et première grosse expérience d'échec qui m'a fait dire les gens ne sont pas si bienveillants que ça, quoi. Voilà. Et c'était un mec avec qui j'avais bossé 2 ans, donc on a eu des hauts, des bas, on avait des... Tu sais ce que c'est quand tu as des projets, tu as des trucs, tu as des endroits où tu es hyper euphorique, des endroits où tu es vraiment au bout. Voilà, donc on avait vraiment construit une relation qui s'est vraiment arrêtée ce jour-là. Et voilà, il avait déposé son brevet en fait sur une société avec sa femme. En fait, il avait préparé son plan de sortie. Et quand c'était quasiment prêt, quoi. Donc, sauf que moi, j'avais pris une avocate, et bref, passons. Interdiction d'exploiter pendant 99 ans de projet. Pardon. Voilà. Comment perdre 2 ans et demi, en tout cas de productivité. Voilà. Petite anecdote, je vais un peu plus loin, mais petite anecdote là-dessus. 3 ans plus tard, je lui ai renvoyé un mail en disant vas-y, je te signe tes droits. Et il me les a rachetés. Voilà. Et du coup, ce projet, il n'en a jamais rien fait pour l'instant, quoi. Voilà. Donc, voilà. Comme quoi, ça m'a appris quelque chose, c'est que c'est pas parce que tu as l'idée ou c'est pas parce que tu la réalises que tu peux faire cavalier seul. Ça m'a appris que quand tu piques une idée, peu importe ce qui se passe, c'est l'équipe qui a créé tout ça qui va faire en sorte que ça marche. Ce qui réussit vraiment dans un projet, c'est l'équipe. C'est pas une individualité. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça, parce que quand tu vois des gens qui volent des idées, moi aujourd'hui par exemple, je fais du mailing, il y a des gens qui veulent tirer mes bases de données, quoi. Et c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était pas grave que les gens, à l'époque, moi j'étais comme un fou si on volait mes bases de données. Oulala, surtout pas. Et j'ai compris en fait que même si le mec pique ta base de données, peut-être ça marchera 3 ou 4 mois. Mais il n'est pas passé par toutes les phases, tous les obstacles par lesquels toi t'es passé pour réussir là où t'en es. Et il y a toujours ce côté visible de la réussite que tu as donné tout à l'heure, pour faire écho, où tu as l'impression que c'était facile, où tu as l'impression que c'est plus facile. Tu sais, ce commercial qui dit ouais, mais lui, il a un meilleur secteur. Tu vois, il y a cette impression-là. Et derrière, il y a un travail qui est énorme que les gens ne soupçonnent pas. Et quand on essaie de te voler en général, moi j'ai envie vraiment de véhiculer ce message, c'est t'inquiète pas, le mec va se planter, quoi. Alors, dans 99,9% des cas, bien sûr. Mais t'inquiète pas. Toujours une exception qui confirme la règle. Toujours. Mais c'est vrai que ce côté-là, ça m'a vraiment détendu sur le. Tu vois, j'avais pas encore d'entreprise à ce moment-là, mais ça m'a vraiment détendu en me disant, en fait, je voulais pas céder mes droits, etc., machin, mais en fait, au bout du bout, on a construit le truc ensemble. Il m'avait envoyé un mail en disant, alors ça c'est à moi, ça c'est à toi, ça c'est moi qui ai eu l'idée, ça c'est toi, ça c'est toi. Sauf que son mail, c'était du méga bullshit, quoi. Tu vois, c'était pas vrai. C'est ça, on l'a eu ensemble, en fait, l'idée. Moi, j'ai jamais dissocié ça. C'est-à-dire, j'ai toujours été en mode associatif. C'est à nous, c'est nous. C'est parce que tu as eu l'idée, que j'en ai parlé, qu'on a discuté, qu'on a brainstormé, qui a fait que l'idée ne ressemble plus du tout à l'idée initiale. Et ça, on l'oublie. Ça a une valeur qui est capitale, ça. C'est vraiment, c'est le fondement de n'importe quoi. Et si tu penses que tu peux réaliser cette idée seul, t'es mort, quoi. Enfin, D'ailleurs, je rebondis là-dessus, que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu sais, des fois, il y a toujours des opportunistes sur Internet qui t'achètent tes formations, qui demandent leur remboursement, etc. Et en fait, moi, je me suis aperçu que même dans les formations que j'avais pas aimées, ou en tout cas qui m'avaient pas appris ce pourquoi j'étais venu, en creusant bien, je trouve toujours 1 ou 2 trucs que je peux exploiter, ou en tout cas, on peut même aller encore plus loin, il y a toujours un truc qui fait que d'avoir écouté ça à ce moment-là, ça me fait avoir cette idée, et que cette idée, elle n'aurait pas été là sans ça. Et je crois que c'est Idriss Alberkane qui dit une idée plus une idée en égale une troisième, ou je sais pas quoi. Finalement, c'est ça, quand tu travailles à 2 ou à 3 ou à plusieurs, ok, il y en a un qui peut formaliser et qui peut dire ouais, c'est moi qui ai eu l'idée, mais au final, cette idée, elle vient de la collectivité, enfin du contexte finalement. Tout
tout à fait. Ah ouais, c'est vrai, hein. Mais 1 plus 1 égale 3, hein. C'est... Désolé pour les matheux, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, 1 plus 1 égale 3, et ça, faut vraiment le comprendre là-dessus. Un truc, par contre, qui a toujours été vrai, j'ai toujours été en association avec des gens, j'ai essayé plein de projets. Et je vais te parler, donc je ne peux pas parler de déclic parce que j'ai peut-être mal interprété la question, mais en te racontant ça, ça m'a fait penser au... C'est pas un déclic, mais il s'est passé un truc qui a fait que... C'est que quand j'étais ado, j'avais un serveur de jeu qui s'appelait Lineage 2, c'était un MMORPG. Je sais pas si tu connais. Tu connais? Je suis pas très jeu, mais je connais les termes. Ok, alors c'était un truc de jeu en ligne où tu avais plein de gens, tout ça. Un peu comme World of Warcraft, mais en mode différent, quoi. Et en fait, il y avait une petite communauté qui avait développé leur propre serveur de jeu privé. C'était totalement illégal, mais en gros, ils le donnaient gratuit. Et donc, du coup, il y avait l'éditeur du jeu qui s'appelait NCSoft qui avait dit ok, on laisse faire ces gens-là. Mais par contre, vous enlevez, enfin, il ne faut pas que ce soit exactement comme le jeu, sinon les gens n'ont pas d'intérêt de payer, hein. Je caricature, mais c'est pour donner l'idée. Donc, ok, on vous laisse faire les trucs gratuits, mais vous enlevez plein de trucs, quoi. Donc, on va vous faire une version qui est buggée, comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais voilà. Je te la fais très simple, hein. C'est pas vraiment ça, mais voilà. Et donc, il y a un truc qui s'appelait Britannia à l'époque. C'était un forum où j'ai rencontré des gens incroyables. C'était quoi? C'était en 2005, si je ne dis pas de bêtises. Et 2006. Et ces gens-là, en fait, on avait créé des serveurs de jeux privés, donc pour le même jeu, voilà, et on a fait évoluer le jeu. J'étais avec un Suisse et un Russe, et on a fait évoluer le jeu. Et je m'explique, c'est-à-dire que ce jeu, à l'époque, on avait créé des races, on avait créé des armes, on avait créé des habitations, on avait créé des événements. En fait, on avait modifié tout le jeu, on avait quasiment créé un nouveau, quoi. Et on avait plus de 5000 personnes sur nos serveurs de jeu, donc on avait des systèmes de dons à l'époque. Et j'étais celui qui était un peu à l'initiative de ça, si tu veux, un peu le leader, si on peut te donner un mot, sur ça. Et il y avait des gens, on était 3 vraiment gros associés, parce qu'il y avait le mec russe qui avait des outils qui étaient improbables, même encore aujourd'hui, je trouve que c'est des outils qui sont abusés. Et c'était il y a 15 ans, donc, tu vois. Et on avait le Suisse qui était un peu plus dans... il avait de bonnes idées, si tu veux. Et moi, j'étais un peu à cheval entre tout ça. Et toujours un peu en grand écart. Et du coup, on avait vraiment créé ça, on avait créé des cinématiques, des machins, enfin je te passe tous les détails. Et finalement, 1 an après avoir créé ça, en voyant que ça prenait un peu de l'effet, et ben, tu as l'éditeur du jeu NCSoft qui nous a envoyé à tous les 3 un mail et qui a dit, je me rappellerai toujours de ça, j'ai le mail, en gros c'est, bon, ben, je vous explique, soit on vous poursuit pour 250 000 euros, droit de propriété intellectuelle, machin, blablabla, blablabla, soit vous nous cédez tout. Et quand j'ai fini le mail, il y avait ma mère qui disait, à table. Tu vois le truc. Donc, t'es pas bien, donc toi tu manges, tu vois, tu encaisses un peu le coup, tes parents qui se doutent même pas, tu vois, j'avais quoi, j'avais 15 ans, 16 ans, là. Et t'es là, tu dis ok, ouais, c'est chaud quand même. Donc du coup on s'était mis d'accord tous les 3, on avait dit bon c'est pas grave, on laisse quoi, on revend, on laisse le truc. Et en fait on a payé pendant 6 ans leur mise à jour de jeu en fait. En fait tout ce qu'on avait créé, ils se l'ont approprié pour 0, mais ça, maintenant plus tard tu le comprends, ils se l'ont approprié pour 0. Et ça leur a payé 6 ans de nouveauté de leur jeu, quoi. Et là, 6 ans après, tu te dis, fais chier, quoi. Je fais chier quand même. Et du coup, voilà, alors je regrette pas du tout. Enfin, je veux dire, t'es jeune, tu sais pas, puis t'as tes parents, tu veux pas trop, tu flippes un peu. Voilà, mais c'est pour te dire que ça a été vraiment la chose qui m'a fait apprendre le développement des langages, un peu du commerce, un peu les monétisations, un peu la rentrée forcément de frais, parce que pour 5000 joueurs, il fallait quand même payer. À l'époque, c'était des Dedibox, je ne sais même pas si ça existe encore, des petits serveurs privés virtuels où tu pouvais faire ce que tu voulais dessus. Ça coûtait de l'argent. Il y avait des gens un peu qui faisaient ça aussi, qui voulaient un peu se payer, tu vois, le week-end, qui géraient des communautés, des forums, des machins. Et c'était une petite entreprise en fait à part entière. Pas si ouf que ça, hein, quand même. Et ça avait des coûts, donc ça t'apprenait aussi les tableaux de gestion, tu vois. Bon, mais ça coûte tant, c'est machin, il y a tant qui rentre. Ça te fait voir, ça m'a vraiment fait voir beaucoup de paramètres, quoi. Et donc, du coup, après ça, il y a eu l'histoire du truc de l'orthographe, tu vois. Voilà, pour se situer chronologiquement. Et ça a vraiment été un truc, un fondement. Ça a été un fondement, ce que je te dis là sur le jeu vidéo. Ça m'a appris vraiment de manière autodidacte. Je suis quelqu'un de très autodidacte à tous les niveaux. Même dans la musique, tu vois, tu as une guitare derrière moi. Il y a très autodidacte dans tous les niveaux parce que ce qu'on disait au départ, c'est esprit de liberté et d'aventure. Je ne vais pas prendre la guitare pour faire du solfège, j'ai être le meilleur guitariste, j'en ai rien à foutre. Je veux apprendre une guitare pour créer des musiques et des sons que moi me parlent, tu vois. Donc j'ai besoin d'avoir certaines bases, vive YouTube à l'époque, et du coup maintenant je peux créer vraiment les musiques que je veux, tu vois, sans trop me soucier
de est-ce que, ouais, mais là, c'est des mi-septième, machin. Enfin, je veux dire, quoi? Non, ça sonne bien, tu vois. Ouais, tu vois le truc. Et alors, Ouais, je vois. ça a le côté du revers du truc que du coup, bah, tu es moins technique. Donc, du coup, il y a des accords que tu ne connais pas à cause de ça qui font que bah, des fois, bah, tu te retrouves à essayer d'imaginer un son que tu n'arrives pas à reproduire. Donc, ça crée des lacunes, hein, clairement. Mais moi, je pars vraiment d'un principe que les 80% d'apprentissage sont très rapides et les 20% qui restent, les 20% à les gratter, c'est ceux-là qui prennent le plus de temps, quoi. Et ceux-là, moi, j'y vais pas forcément. Mon but, c'est pas d'être le meilleur, c'est d'apprendre des choses qui me permettent, dans mon environnement, de créer ce que j'ai envie. Voilà. Je Donc, comprends tout à fait la démarche. voilà, et donc du coup, bah, ça a été un peu ça. Et après, pour finir rapidement, enfin rapidement si je peux, après ce truc de logiciel d'orthographe, donc il y a eu le serveur de jeu, le logiciel d'orthographe. Ensuite, j'ai eu une petite passation en sortant du truc d'orthographe. J'avais quand même arrêté mes études pour ça, parce qu'il y avait quand même 1 million à la clé, quoi. Tu vois. On va dire, peut-être se concentrer dessus quand même et faire un truc encore mieux. Et j'avais fait croire à mes parents que je faisais la licence pour qu'ils continuent à me payer l'appart pendant que je faisais ma licence. Alors qu'en fait, je n'avais plus de licence. Là, j'ai menti à mes parents. Ils ont payé pendant 1 an un appart quasiment pour rien. Enfin, pas pour rien. Pas pour rien. Mais si je leur avais dit, je serais rentré à la maison, quoi. Tu vois. Et Je ça n'aurait pas été comprends. pareil. Et donc, voilà, j'ai toujours été très en contradiction avec mes parents, mais de manière très positive pour moi. Alors, pour eux, malheureusement, non, pas positive du tout. Mais pour moi, c'était de manière très positive parce que chaque fois qu'ils me disaient dans un sens ou un truc ou machin, c'était pas contre eux, mais c'était pas ma vision, en fait. Et j'allais toujours dans un autre sens. Et ils ont toujours dit que j'étais en contradiction avec eux, tu vois. Et non, j'ai toujours été en accord avec moi-même, en fait. Tu vois, tu vois le truc? Oui, Ouais, oui, t'as le droit. En fait, c'est pas parce que tu cherchais pas à être en contradiction avec eux, tu cherchais juste à être d'accord avec toi-même. Et donc, du coup, si ça tombe que c'est en contradiction avec tes parents, c'est juste une conséquence. exactement. Et je me rappelle d'un autre truc, c'est que ma mère m'avait dit, par exemple, quand j'ai acheté mon premier skateboard, j'en fais encore du skate pour te dire, j'avais eu tous mes sous à Noël et elle m'avait dit, t'es sûr que tu vas mettre tout ton argent de Noël dans le skate parce que si c'est pour arrêter dans 2 mois, tu vas le regretter, quoi. Alors, bon, aujourd'hui, j'analyse cette phrase différemment, mais à l'époque, j'ai dit, non, mais la question ne se pose même pas, quoi. Bien sûr que c'est ce que je veux, quoi. Et je m'en fous, en fait. Si j'arrête dans 4 mois, il est où le problème? C'est pour te donner le fait que la vision de mes parents n'était pas vraiment pas la mienne. Eux, c'était grave pour eux si 4 mois après j'arrêtais pour avoir dépensé cette somme là-dedans. Alors pour moi, il n'y a pas la notion de prix, c'est juste je me fais plaisir. C'est la récompense de l'argent qu'on me donne à Noël, c'est pour me faire plaisir là-dedans. Tu vois. C'était le plaisir du moment, peu importe combien de temps il dure. Bien sûr, exactement. Et je fais encore du skate. La musique, c'était pareil. Dès que j'ai voulu avoir une guitare, etc., j'avais un peu d'argent parce que ma grand-mère était morte, etc. Donc il y avait un petit héritage, machin, tout ça. J'avais un peu d'argent, j'avais dit, bah, moi je veux une guitare, enfin, j'ai envie de me mettre à la musique. Et elle m'avait dit, mais c'est pareil, hein, je te paye pas de guitare et je te paye pas de cours de solfège, quoi. Parce que pareil, si ça se trouve, t'arrêtes, etc. Enfin, attention, je suis en train de dépeindre un tableau de ma mère qui est terrible. Mais c'est quand même des phrases qui sont passées. Et du coup, j'avais dit, bah, c'est pas grave, je vais prendre l'argent de mamie pour acheter la guitare, quoi. Et elle m'avait dit, bah, tu fais ce que tu veux de ton argent, mais moi, je te paye pas de cours de solfège, quoi. Je me rappelle à l'époque, je lui ai dit, c'est pas grave, il y a YouTube, quoi. C'était le début de YouTube. Et j'avais dit, t'inquiète, je me démerderai, quoi. Et en fait, ça fait partie de ça. Et j'insiste sur ces petits éléments parce que ça fait partie de la détermination de c'est quand même ce que je veux et je vais aller faire ce qu'il faut pour l'avoir. Et c'est pas grave, les outils existeront. Tu vois, j'apprendrai sur YouTube. Ça commençait à peine YouTube, enfin, ça commençait un peu. Je crois qu'on était en 2006 là à peu près, 2007 et 2006. Et je lui ai dit, mais je, 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 je me démerderai, quoi. Et c'est pas grave, j'apprendrai. Bon, ça a l'air compliqué la guitare, il y a 6 cordes, il y a des cases, il y a des machins. C'est pas grave, ça se passera bien. Ça va bien se passer. Et voilà, toujours été déterminé en fait dans ce que je voulais, ça c'est certain. Et voilà, et donc pour revenir sur l'histoire, après l'échec de l'entreprise d'orthographe, c'était un logiciel d'orthographe, ouais, je l'avais dit, ouais. Et je suis passé sur un truc pour on crée une sorte de monnaie, c'était à Bordeaux, on crée une sorte de monnaie de quartier, c'était un projet très bancal, hein. On crée une sorte de monnaie de quartier, on allait voir les coiffeurs, on leur disait, on va échanger un service contre de l'argent, mais c'est du faux argent.
C'est une monnaie, quoi. Une monnaie virtuelle. Et du coup, les gens pourront vous payer avec ça. En gros, c'est quoi? T'aider ton voisin. Aujourd'hui, ça paraît normal et ça existe, tu vois, mais c'était il y a très longtemps, ce que je te dis. Et c'était peut-être ton voisin, ça te crédite une cagnotte, et cette cagnotte, tu peux la dépenser chez ton coiffeur ou ton boulanger, quoi. Tu vois, c'était un peu ce principe-là d'effet de monnaie, voilà. Et nous, on prenait 15% quand les gens achetaient des crédits et 15% quand ils les sortaient. C'était un peu le business model, quoi. Super projet de ouf. Ça a duré 6 mois. Ouais, un truc de ouf. Genre, on a passé du temps et tout. Parce que le mec, il y a eu un mec, il a dit bah, moi je prends 51%. Ben non, en fait. Non. Et du coup, tiens, schéma répétitif. Tiens, il y a encore un mec qui veut essayer de m'entuber, quoi. Ben non, en fait, tu vas prendre 51%. Ouais, mais c'est moi qui ai eu l'idée. Ouais, mais toi, t'étais avec ta meuf en train de faire un truc, je sais pas quoi, pendant que nous, on bossait jusqu'à 3h du mat', quoi. Et c'était pas le sujet, tu vois, mais à l'époque, t'es un peu, ouais, c'est moi qui travaille plus, quoi. Mais juste, c'est quoi ton job? Moi, je suis coordinateur. Donc là, j'ai dit, ok, alors c'est moi qui me barre. Tu vois, j'avais dit, t'es coordinateur et tu veux 51%. Moi, je comprends pas très bien le délire. Coordinateur, enfin, voilà. Et voilà, et on avait créé un petit projet bien sympathique. Pareil, on l'a mis à côté. Et pendant ce temps-là, si tu veux, pendant toute cette période-là, je travaillais un peu, je travaillais dans un truc, j'étais un peu commercial. J'étais commercial, je prenais ma caisse, j'avais un secteur, je vendais des rubans adhésifs, des films étirables, etc. Et pareil, ça m'a saoulé. Enfin, j'avais l'impression d'entuber les gens. Je vendais un rouleau de scotch 50 centimes à l'un et 8 euros à l'autre. Et ça s'appelait du commerce. Et moi, je comprenais pas. Je disais, c'est de l'entube, quoi. Et j'étais pas à l'aise. J'étais vraiment pas à l'aise. Mais j'ai eu plein d'expériences comme ça. Et je te raconte une petite qui va te plaire. J'avais travaillé dans l'immobilier et j'avais un mec qui m'avait recruté au SMIC et qui m'avait dit, tu prends ta voiture et tu vas trouver des clients qui veulent construire une maison. Ok, allez, challenge accepté, on y va. Et j'avais trouvé, tu vois, ça m'avait forcé j'avais trouvé une technique, j'étais pas très bon en vente. Lui, il achetait des prospects, je sais plus comment. Et le prospect me disait qu'il lui coûtait 115 euros. Donc, il a dit que quand tu avais un prospect, il fallait l'harceler au téléphone. Moi, je n'étais pas à l'aise. Appeler 5 fois une personne dans la journée, c'est pas ma vision, quoi. Et j'avais dit, je suis pas très bon là-dessus. Donc, il avait été avec moi, il a fait des rendez-vous et tout ça. Et j'avais dit, bon, ok, mais quand tu dis à un client, pensez à la santé de votre enfant, vous habitez certainement à des endroits où c'est humide, c'est noir, et vous mettez en danger la santé de vos enfants, donc prenez notre maison à acheter. Je disais, je suis pas très chaud non plus pour ce type d'argument, quoi, tu vois. Donc, pas très chaud, les gars, tu vois. Et j'avais trouvé un système entre les deux. J'allais voir des agences immobilières et je leur disais, bon, vous avez un terrain. Si vous avez un terrain, vous avez forcément des gens qui vont construire des maisons dessus. Si vous vendez un terrain, il va y avoir une construction. Donc, du coup, il m'avait dit, ouais, bien sûr. Bah, écoutez, si moi, les gens qui visitent votre terrain, vous me renvoyez leur fiche contact, ce que maintenant on appelle un lead, je vous donne 1% de la vente, si j'arrive à la faire. Ça ne vous engage à rien, vous m'envoyez le contact, voilà. Et c'est en exclusivité, bon, tout va bien, quoi. Ok, les mecs m'avaient dit ok. Et j'étais allé choper plein d'agences immobilières, et ça marchait pas trop. Et je m'étais dit, putain, mais pourquoi ça marche pas? C'est quoi qui va pas, tu vois, pour avoir des prospects. Et un peu feignant sur les bords, le mec, tu vois, je voulais un peu automatiser ça, quoi. Et j'étais là, je dis, ok, les mecs, ils meurent pas assez de faim. Les mecs, ils se déplaçaient pas à plus de 20 km autour de la ville et tout. J'étais là, mais c'est quoi ce bordel? Et du coup, je dis, mais qui meurt de faim? Bah, les agents commerciaux. Je suis allé voir les agents commerciaux. Ah oui, super, super Cyril, on signe. Et je suis tombé à l'époque sur le début d'un réseau qui s'appelait Capifrance. Ça existe toujours, je crois. Maximum, Capifrance, etc. Et j'étais tombé sur le directeur du Sud-Ouest, j'étais dans le Sud-Ouest, qui m'a fait amener dans un amphithéâtre à Bordeaux avec tous les agents commerciaux du Sud-Ouest. Il y en avait 400 à peu près. Il m'avait dit imprime 400 contrats. Ok. J'étais allé dans un amphi, j'avais fait 5-10 minutes de présentation du truc, qui était très simple. Hein, et tout le monde a signé. Le lendemain, j'avais 72 prospects dans la boîte aux lettres. 2 semaines après, je me faisais virer. Un an après, la boîte a coulé quand même. Je précise quand même. Un an après, la boîte a coulé quand même. Donc, encore pour dire que les mecs, 72 prospects en un jour, prêts à acheter, tu vois. Enfin, en tout cas, à être intéressés, peut-être juste à vendre. Le mec, pour me virer, il m'a proposé 0,5%, c'était un truc comme ça, 0,5% sur les prospects que j'amenais comme ça, et 2% sur les gens qui venaient dans la boutique me voir.
Et donc, en gros, je devais juste pas bouger mon cul de ma chaise. Enfin, tu vois le truc, quoi. J'ai dit, mais c'est quand même une arnaque, ton truc. Ok, si t'es pas d'accord, casse-toi, on te licencie, quoi. Ok. Donc, je me suis fait encore une fois entuber, quoi. D'échec en échec, en fait, à chaque fois, d'entube à entube. L'échec a plus été toujours sur l'entube. Et vraiment, pour préciser ça aussi, nouvelle expérience, 1 an après la boîte à couler, tu peux avoir les meilleurs prospects, le meilleur business, le meilleur truc. Si tu fais de la merde, ta boîte elle coule. Et eux, ils ont fait vraiment de la merde. Ils n'ont pas su gérer l'afflux de prospects, en fait. Ils n'ont pas su gérer. Et du coup, il y a eu un problème financier et ils n'ont pas réussi. Et ils ont coulé. Ouais. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est rigolo. On voit, ouais. on voit quand même que l'échec t'a construit. Bien sûr. Donc, un peu à la méthode, un peu la différence entre le modèle américain et le modèle français. Le modèle français, il faut que tout soit, faut que tu aies un business plan parfait, alors qu'on sait que c'est du pipeau. Il faut que tout soit parfait, que tout soit sécurisé, qu'il n'y ait aucun problème potentiel en vue. Parce qu'il ne faut surtout pas échouer, alors que le modèle américain, c'est un peu l'inverse. Ça se plante, ça se replante, et puis ça finit par cartonner. Et quand ils pensent, je te rejoins là par exemple pour la musique. Donc moi je suis musicien depuis tout le temps, depuis 4 ans et demi, j'ai fait le conservatoire, etc. Et violon, piano. Et en fait, moi j'ai toujours adoré. En fait, j'ai mis du temps à comprendre ce qui faisait que moi j'arrivais à faire plein de choses, des instruments, du sport. Et je me suis aperçu qu'en fait j'adorais me planter et j'adorais avoir ce statut de débutant. D'ailleurs, pour l'anecdote, on m'appelait le débutant quand j'étais en IUT, parce qu'en fait, tout ce que je faisais, j'arrivais à le faire bien au bout de quelques semaines, quelques mois. Mais en fait, c'est parce que j'adore me planter et avoir cette sensation de putain, je suis incapable de le faire. Et tu vois que petit à petit, à force d'être persévérant, le truc se construit. À force de t'en prendre plein la tronche, bon, par toi-même d'ailleurs, ben tu finis par te construire et réussir. Et c'est moi, c'est ce chemin-là, là, de voir la réussite en train de s'installer que j'adorais. Et du coup, est-ce que tu as vu la réussite s'installer en toi après tous ces échecs? Pas du tout. Pas du tout. Et non, par contre, ce que j'ai vu, donc là, tu commences à être un peu plus vieux, tu commences un peu à capter comment tu fonctionnes. J'ai vu par contre qu'il y avait un schéma répétitif que j'arrivais pas à casser, quoi. C'est pas normal que je me fasse tout le temps entuber de la même façon. C'est pas normal que les idées m'ont l'air bonnes, les applications que je fais malgré moi, il n'y en a pas. Puis, quand je racontais moi-même ma propre histoire, quand j'y pensais, je me disais, mais c'est fou quand même. Sur les 6, 7, 8 dernières années, je sais pas, j'ai toujours chaque année fait quelque chose de nouveau avec des idées que j'ai construites. Et ça, je m'en suis rendu compte très très tôt. Et ça a été un élément qui a été très très important dans ma vie, encore aujourd'hui. C'est vraiment garder confiance en soi parce que tu ne sais pas ce qui va exister demain, c'est très compliqué. Mais il faut garder confiance en toi en te disant que peu importe ce qui se passera, toi-même, tu es ta propre sécurité. Et ça, aujourd'hui, je peux le dire aussi simplement, mais à l'époque, je le comprenais différemment en disant à chaque fois que j'applique un truc, ça a l'air d'être bien, tu vois, mais putain, ça plante. Et au début, tu te dis, bah, c'est parce que les autres, ils t'entubent, tu vois. Tu te dis, c'est parce que les mecs, ils veulent profiter de toi. Et là, tu te dis, si c'est ça, c'est donc que toi, tu les laisses croire ça. Si c'est vraiment qu'ils essaient de profiter de toi, c'est qu'ils ont raison, en fait. C'est que c'est toi qui les laisses profiter de toi. Et voilà, et c'est une idée à ce moment-là, tu vois, c'est un truc, tu sais pas trop, c'est peut-être ça, c'était trop de choses, voilà. Et, et j'ai vu, donc tu te renseignes un peu, donc là, Internet, il commence à y avoir beaucoup de recherches, etc. Je suis tombé sur un livre de Jean Cocteau, je crois, ou Jean Cocteau, je sais plus, qui s'appelle Scénario des répétitions de vie. J'ai lu ce bouquin et il explique en gros, donc là je ne parlerai pas du sujet mais je donne des thèmes, hein, pourquoi par exemple une femme qui se fait taper par son mec, elle trouve généralement le même type de mec continuellement. Et ça a été un petit électrochoc. Je me suis dit, ah ouais, quelque part c'est un peu, c'est pas pareil mais c'est un peu le même processus psychologique, tu vois. Pourquoi est-ce que quand tu échoues, finalement tu as toujours le même schéma d'échec? C'est bête, tu vois, l'histoire que je t'ai racontée, il y a toujours le même schéma d'échec. C'est à la fin, je me fais entuber ou machin, ou Dieu. C'est pas le même process, c'est pas la même méthode, mais à la fin, c'est le même résultat. Donc tu peux passer par différents process, différentes méthodes, mais le résultat à la fin est le même, tu vois. Et tu te dis, c'est quand même bizarre, quoi. C'est quand même bizarre. Il y a quand même quelque chose que je génère. Alors là, tu renvoies, alors on peut pas faire de la psychanalyse, mais tu renvoies à mon éducation, à mes parents, tout ça, et tu te rends compte en fait que ouais, il a manqué quelques trucs, quoi. Mes parents étaient
sur les exemples que je t'ai donné tout à l'heure, très protecteur sur l'argent, très dans la sécurité, très dans le machin, donc aussi très avenant, ce qui faisait que du coup, bah, toi, tu réfléchis pas trop à savoir si les gens vont t'entuber ou pas au machin, mais il faut que tu fasses attention, mais tu sais pas comment faire attention. Mon père, c'est quelqu'un, ça je l'ai compris il y a quelques années à peine, hein. Maintenant qu'il est proche de la retraite, il s'est fait virer de sa boîte, il était cadre, il a eu tous les prix du meilleur machin, du bidule et tout ça. Il arrive en fin de carrière, t'es trop vieux, dégage. Et il avait beaucoup d'ego, il en a toujours un peu d'ailleurs, mais les gens ont toujours joué de cet ego qu'il avait. Et ça, je l'ai compris plus tard, mais pour te dire qu'il y a eu vraiment ce modèle que quand tu es jeune, tu ne le comprends pas, mais que toi, tu appliques. Alors, moi, ce n'était pas à travers l'ego, mais c'était plus à travers la gentillesse ou le fait de profiter de la personne. Et je suis sûr que toi, tu vois très bien de quoi je parle, où on profite un peu de toi. Voilà, tu sais, moi j'ai des lunettes, le mec il a des lunettes, il a des machins, et bon, il a une gueule de gentil. On essaie toujours un peu de tirer vers toi le truc, et enfin vers soi le truc, et du coup on profite un peu de toi, et voilà, mais il faut qu'on profite de toi pour comprendre si tu veux. Donc il faut qu'on abuse de toi pour comprendre que tu as été abusé. Alors c'est bizarre dit comme ça. Enfin attention, je fais pas de référence outre mesure que business, hein. Mais il faut, voilà, tu peux pas. Je fais un petit parallèle un peu plus loin, mais euh, quand tu as un mec devant toi qui sort d'école, qui pense qu'il va gagner 3000 balles, qui machin, qui ça va bien se passer, que c'est le meilleur, etc., c'est jamais les bons profils. Tu vois ce que je veux dire? C'est jamais les bonnes personnes, en fait. Et, et donc, il y a un truc à chercher là-dedans. Voilà, je m'arrête là sur la question que tu m'as posée, dans le sens où euh, c'est quand même compliqué de savoir si c'est l'échec qui te construit, ou si c'est à cause de l'échec que tu es comme ça, ou si c'est grâce à l'échec que tu t'es construit, en fait. Mais finalement, il y a toujours une part de tes parents, tu vois, la contradiction, le fait que mes parents soient vachement dans la sécurité. Alors t'imagines, quand j'ai monté ma boîte, un jour, mon père m'a dit, tu démissionnes, tu vas même pas avoir le chômage, tu vas vivre de la CAF, mais c'est pas une vie, ça. Donc, tu vois, c'est pour te dire que, tu vois, il y a des modèles comme ça qui sont, voilà. Mais encore une fois, moi, c'est pas grave, ça se passera bien, mais je me démerderai, il y aura un truc, il va se passer quelque chose, tu vois. Et je sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose. Et pour le coup, il s'est passé quelque chose. Mais à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Alors du coup, avant qu'il se passe quelque chose, je voulais souligner ça parce que je trouve que c'est hyper important. On parle beaucoup de mindset, c'est un truc qui est un peu à la mode et tout ça, et qui est parfois, je trouve, un peu trop, comment dire, romancé en mode allez, t'es un guerrier, il faut y aller, t'es un entrepreneur, voilà. Et en fait, on s'aperçoit pas que derrière, il y a des schémas qui sont un peu plus complexes que ça. C'est-à-dire que ça part pas d'une mauvaise intention, c'est pas et c'est pas 0 ou 1. J'ai l'impression des fois qu'on vit dans un monde trop manichéen, c'est 0 ou c'est 1, et on oublie qu'il y a toute une zone grise entre les deux. Et là, c'est pareil, c'est que tu as des schémas qui se répètent, et je le vois même enfin déjà avec moi-même, je le vois aussi avec des entrepreneurs dont je suis très proche. Et la personne, au fond d'elle, a l'impression de faire différemment, et finalement, elle répète ce modèle. Et je trouve que c'est un des trucs les plus complexes, c'est d'arriver à avoir cette prise de recul, cette vision, de se dire, putain, mais pourquoi je fais. Enfin, déjà, il y a un truc qui cloche dans mon schéma, dans mon modèle. Pourquoi, d'où ça vient et comment je peux le corriger. Et je pense que c'est un des meilleurs trucs qui puisse être fait, de comprendre comment on fonctionne. euh, pour réussir à résoudre ça, parce que c'est pas des techniques, c'est pas des. Enfin, tu peux mettre n'importe quoi derrière. Tu peux même faire des entreprises qui font des millions et qui se cassent la gueule parce que tu répètes toujours les mêmes choses. Alors du coup, c'est intéressant. Comment as-tu cassé ce schéma? Alors, le prof avec qui je m'étais associé pour le truc d'orthographe m'a dit un jour, Cyril, c'est très bien, tu as de l'empathie. Mais l'empathie, c'est super bien, mais ça peut être aussi ton pire ennemi. Ce jour-là, j'ai pas vraiment compris cette phrase, et elle m'est restée dans la tête longtemps, et tu vois, encore aujourd'hui, je la dis quand même. J'ai compris qu'en fait, être trop empathique, ma sœur est pareille, hein. Là, on est vraiment des gens pareils, hein. Donc, c'est vraiment une question d'éducation, je pense, hein, je pense, hein. J'en sais rien, j'en sais foutrement rien, mais moi, je crois que c'est ça, en tout cas. Mais on a ce truc de vouloir, et là, il y a beaucoup de gens qui sont pareils aussi, hein, j'en vois, à vouloir, tu sais, toujours, par exemple, un peu aider les autres, mais pas d'un point de vue avenant, mais d'un point de vue, par exemple, quand tu es au travail, tu as envie d'aider ton collègue, tu vois, tu n'attends rien en retour, tu vois, etc. Mais il arrive un moment, ça c'est Tolstoy qui me l'a appris, que même si tu fais des choses sans rien attendre en retour, à un moment donné, tu as besoin d'avoir un retour.
Et quand tu as trop d'empathie, bah, tu es toujours à essayer d'être là pour ton prochain, que ce soit ton ami, ton collègue, ton qui tu veux. Toujours être là, toujours être là. Et à force d'être là pour les autres, bah, les gens, eux, ils se posent pas trop ces questions-là. Et ils abusent un peu de toi, ils appuient un peu dessus. Tu sais, quand par exemple, la personne qui t'appelle que quand ça va mal, ou tu vois, des trucs comme ça, eh ben, tu as des gens qui s'appuient vachement là-dessus. Et ça, pareil, schéma répétitif, tu commences à te rendre compte. En fait, il arrive un âge, il n'y a rien qui remplace l'expérience. Et l'expérience, il arrive un âge où tu commences à voir tout ça, où il y a beaucoup de schémas qui se répètent, qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui finalement, c'est marrant, on abuse toujours un peu de moi, je suis toujours un peu trop gentil, je suis toujours un peu trop machin. Finalement, c'est quoi le point commun entre tout ça, quoi? Et ça, ben, j'ai besoin encore de tester pour savoir, quoi. Il faut que je teste, il faut que je teste, il faut que je teste. Et en fait, on dit souvent, si les, c'est quoi, c'est si jeunes savaient et si vieux pouvaient. Et, et je trouve ça très intéressant. Pareil, c'est un mec qui est mort maintenant, qui m'avait dit ça dans le train. Je voyageais dans le train pour aller je ne sais plus où. Et il y a le président, directeur du club de rugby de Nîmes, je crois, qui est mort depuis. Je croise dans le train un vieux bonhomme, et on a une grande conversation pendant 2 heures de train. Et il me dit, c'était entre Toulouse et Marseille, et il me dit cette phrase, toi, tu as 20 ans, tu as toute la vie devant toi, tu as une multitude de choix qui s'offrent devant toi. Et c'est là le plus grand, le truc le plus génial. Tu as une multitude de choix qui s'offrent devant toi. Et moi, aujourd'hui, j'ai fait un chemin. Je ne peux plus revenir dessus. Mais par contre, j'ai l'expérience. Et il m'avait résumé ça en me disant, si jeune savait et si vieux pouvait. Et il m'avait dit un truc qui était très vrai. Il a dit, c'est pas une question d'âge, c'est une question de vécu. Et finalement, aujourd'hui, je hack un peu le truc en disant ça, enfin, je vais un peu plus loin tout de suite, c'est de dire il faut tester un maximum de choses le plus rapidement possible. Il n'y a que comme ça que tu peux gagner en expérience, peu importe ce que tu fais. Plus tu pratiques de violon, plus tu vas être meilleur. C'est évident. Plus tu pratiques quelque chose, plus tu vas être meilleur. Maintenant, il ne faut pas, comme dans le sport, comme dans le business, il ne faut pas bêtement et méchamment travailler à fond sur un truc que tu ne comprends pas. Il faut réfléchir un peu. Tu vois, faut travailler intelligemment quand tu fais quelque chose comme ça. Mais plus tu travailles, plus tu réitères, plus tu fais de choses, plus tu vas gagner en vécu. Et c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. Aujourd'hui, je parle avec des mecs de 50 comme de 20 ans. Et je dirais pas qu'il y en a un qui est plus intelligent ou plus avancé ou plus aguerri ou plus sage qu'un autre. Il y en a à 20 ans, ils ont vécu un truc que toi, tu vivras jamais en 40 ans. C'est plus une question de vécu. Et ça, c'est mon jeune âge, quand j'ai commencé à être entrepreneur, qui me l'a fait apprendre. Parce que quand tu es jeune et que tu es entrepreneur, on te rigole un peu au nez. Tu connais rien, toi. T'es personne, toi. Et quand je vais à ma banque et que je fais un prêt d'1 million à 24 ans, les mecs, ils me disent quoi? Tu vois, quoi? Il y a un problème. Non, mais attendez, vous êtes jeune, c'est pas possible, machin, tout ça. Vous vendez de la drogue. Exactement. Vous vendez de la drogue, dites-le franchement. Voilà. Donc, il y a des trucs comme ça, c'est un peu bizarre. Hein. Et le monde n'est pas prêt. Enfin, en France, attention, c'est français, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. En France, on n'est pas prêt. Mais on ne l'est toujours pas, c'est certain. Je parle du système bancaire, à tout niveau, etc., sans tergiverser, mais on n'est vraiment pas prêt là-dessus. On n'est pas prêt. Et quand tu as compris qu'il faut. Tu vois, quand tu as tous ces schémas que tu vois qui sont répétitifs et que tu as l'empathie au milieu, tu te dis, OK, l'empathie, tu le sais, en psychologie, en marketing, c'est hyper important. Connaître son prospect, son avatar client, tout ça, c'est hyper important. Mais c'est aussi hyper destructeur parce que tu en as qui peuvent vraiment appuyer sur cette faiblesse. Parce que l'empathie est quand même une faiblesse aussi, quand les gens en abusent. Voilà. Mais c'est les autres qui en abusent. Mais c'est à toi de savoir t'en protéger. Quoi. Du coup, je me souviens plus de ta question. Non, non, mais il n'y avait pas spécialement de questions, je te fais parler et puis ça marche très bien. Et du coup, je réappuie sur ce que tu viens de dire. Donc, en gros, pour résumer, cette notion de vécu qui est hyper importante. Et je te rejoins parfaitement. Alors, je rebondis sur la musique. Je suis désolé parce que c'est un milieu que je connais bien, mais j'ai connu une violoniste qui faisait du violon depuis 15 ans. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, malgré ces 15 ans de violon, à écouter, c'était bof. Et sans chercher à me jeter de fleurs, moi j'y ai passé aussi beaucoup de temps, ça faisait 20 ans, 25 ans, mais je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de gap entre les deux. Et j'ai mis des mots là, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est Fabien Olicard qui avait sorti une vidéo sur ça, il y a quelqu'un d'autre qui parlait de la différence entre la pratique
normale, le standard, et la pratique délibérée. Et il parlait de la fameuse loi de... Attends, qui c'est qui a sorti ça je sais plus quel... bon, mais un mec intelligent encore de l'époque. Tu sais, des 10 000 heures. Le fait de faire 10 000 heures dans une pratique fait que tu fais partie des meilleurs, tu fais partie des experts. Et justement, cette notion de pratique délibérée qui faisait toute la différence. Et effectivement, je m'en suis aperçu aussi, les gens qui réussissent, peu importe quoi, peu importe leurs dons, leurs capacités à la base, ce sont des gens qui ont cette pratique délibérée, qui du coup vivent plus rapidement que les autres. Si on fait, je sais pas, un stéréotype classique entre celui qui travaille tous les jours et qui répète tous les jours le même schéma et qui du coup n'avance pas vraiment, n'a pas vraiment de vécu, il y a une grosse différence avec celui qui tous les jours va se prendre des portes, va changer, va pratiquer de manière délibérée, va avancer. Et tu peux te fabriquer 40 ans d'expérience en l'espace de 1 an ou 2 ans par rapport à celui qui fait rien. Et je pense que c'est un bon truc, effectivement, l'expérience que tu peux du coup accélérer en étant proactif peut te permettre de voir ce qui ne va pas et les comportements que tu as. Mais voilà, faut avoir cette pratique délibérée, c'est-à-dire d'aller se dire j'ai envie de changer les choses, donc je pars à la recherche, donc j'essaye et donc j'apprends. Très intéressant. Ouais. Je connaissais pas. Très Moi, intéressant. il y a des petits trucs comme ça, des fois, même après des années, tu as des petits déclics parce que quelqu'un sait y mettre juste les mots. Et là, ça parle de ça, il y a quelques semaines, quelques mois, c'était pendant le confinement que j'ai vu cette vidéo. Je fais putain, mais oui, la pratique délibérée, intéressant. Aujourd'hui, tu as plusieurs entreprises, tu as plusieurs business, tu as des salariés. Comment toi, tu gères tes journées, comment tu gères tes différents business, comment tu t'y prends au quotidien? Aujourd'hui, en 2020, Aujourd'hui, en 2020, oui. euh, je suis le type de personne qui a besoin de faire au départ pour pouvoir déléguer. Donc tous les produits me ressemblent dans ma société, dans mes sociétés. Tous les produits me ressemblent au départ et je pars d'un principe simple, c'est qu'après les gens doivent le bonifier. J'ai un truc qui fonctionne, j'ai un truc qui roule, ok, c'est rentable, c'est machin, voilà, on lance le truc, j'ai besoin que quelqu'un s'en occupe. Donc au début, je vais faire vraiment des trucs qu'aucun entrepreneur ne devrait faire, hein, des trucs de prod vraiment jusqu'à faire la facture et tout, machin. Je trouve ça très important de toujours le faire dans n'importe quel business. Ça permet vraiment de toujours coller une réalité. C'est facile de dire à ton salarié plus tard, ouais, mais là, tu n'as pas fait la facture, le machin, tu aurais pu, tu as le temps, tu as machin. Parce que quand tu es vraiment entrepreneur, tu es vraiment dans le pragmatisme hein, au bout d'un moment. Et je garde toujours ça en tête, toujours quand je commence un produit, de faire toutes les étapes. Donc, comment je gère ça J'ai une partie, c'est pas normé. Hein. C'est-à-dire, moi, mes journées, je me lève le matin, j'ai pas d'agenda, j'ai pas de notes, j'ai que dalle. Hein. Je le dis quand même, j'ai rien. Tout mon agenda, il est vide. À part quand Fabien me donne une interview, mais là, je le mets pour pas l'oublier. Parce que le vrai problème, c'est que j'oublie. Mais je me fais confiance. C'est-à-dire que si j'oublie des trucs, c'est que c'était pas important. C'est ma façon de trier. Parce que si je devais tout noter, je passerai la journée à noter ce que je dois faire pour la journée. Donc, je déteste les listes de tâches. Je déteste les routines. Genre, le lundi, tu fais ça pendant 2 heures. Je déteste tout ce qui est normé, chronométré, machin et tout. Je déteste ça. Il y a plein de trucs sur l'efficacité là-dessus. J'ai lu pas mal de bordel. Franchement, je me suis reconnu dans aucun des trucs. Hein. Alors, je ne saurais pas te dire, je n'ai pas trouvé le bouquin qui permet d'expliquer qui je suis encore. Mais je gère ça de manière assez simple. Je forme des lieutenants et pas des soldats. Donc, quand j'ai un truc qui fonctionne, je recrute quelqu'un. Je ne vais pas passer sur comment je recrute. Je recrute quelqu'un. Cette personne, je sais que je vais lui apprendre et je vais passer du temps avec elle. Donc, c'est donnant-donnant. Je cherche quelqu'un de fidèle, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a envie d'apprendre, quelqu'un qui me ressemble, et donc forcément quelqu'un, finalement, qui s'est déjà pété la gueule, et qui donc connaît ses propres valeurs, connaît ses limites, et tout simplement a une vue objective sur lui-même. À partir de ce moment-là, cette personne, enfin sur elle-même, pardon, je dis lui-même, elle-même, et à partir de ce moment-là, cette personne, je peux lui confier mon produit. Je réitère ça. Et quand les gens ont des problèmes, ils viennent me voir. J'ai toujours une solution. Quand je délègue ça, la personne a le droit d'être mauvaise. La personne a le droit de ne pas être bonne, etc. C'est juste qu'elle n'est donc pas adaptée à ce produit et à ma façon de faire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne remets jamais en cause le produit qui marche, puisqu'il marche. Je peux remettre en cause mon management, je peux remettre en cause tout ce que tu veux, mais même mon management,
ça c'est des années d'expérience, et il est forcément bon si la personne en face correspond à ce management, comme les produits, les process, etc. C'est que du coup, si ça ne correspond pas, c'est que la personne ne correspond pas en fait à la société et à mon management. Donc, j'ai fait un mauvais choix. Et ça, c'est aujourd'hui, donc je passe mon temps presque à quasiment plus rien faire, entre guillemets, parce que j'ai réussi à avoir des salariés intelligents, entre guillemets, comprendre toute la parcimonie de ce mot, des gens qui sont responsables, des gens qui arrivent à se remettre en question, et ça, c'est un truc que j'ai compris, quand tu as un problème, tu ne viens pas me demander la solution comme ça, tu viens avec un résumé de ton problème et 3 solutions à me poser sur la table. Pourquoi ? Parce que ça force les gens à réfléchir. Et c'est ce qui permet, ça c'est une clé qui est extraordinaire, c'est que ça permet aux gens de ne plus venir te faire chier pour rien. Parce que juste des fois, en posant les solutions, les mecs ils se disent « Ah bah ouais !» Parce que ils ne se sont pas posés, poser la question, ils ne se sont pas posés en se disant « Comment je peux solutionner ce problème ?» Donc je les force à venir me voir avec 3 solutions, sinon je ne réponds pas à leurs soucis. Et franchement, ouais, je dirais pas, allez, 2 fois sur 3, leurs solutions, ils les appliquent tout seuls. Et ça, c'est un truc américain que j'avais lu je ne sais pas où il y a bien longtemps. Et au début, quand tu es jeune entrepreneur et que tu recrutes des gens, tu as envie de faire un peu à ta sauce, tu as envie de faire un peu allez, moi je vais être différent, je vais être machin, je vais faire comme ça, etc. Puis je veux dire, à un moment donné, quelques années après, tu te rends compte que non, en fait. les gens réagissent toujours de la même façon quand ils ont peur, toujours de la même façon quand tu es trop gentil, quand tu abuses trop, quand tu leur donnes trop. Et ça, c'est pareil, c'est des réitérations. Donc, qu'est-ce que je te dis là-dedans ? L'expérience du RH, pour moi, c'est un point clé aujourd'hui que je garde dans mes journées quotidiennes. Est-ce qu'il y a eu des problèmes ? Est-ce qu'on est venu me voir ? Etc. Si on n'est pas venu me voir, c'est que je sens que je vais avoir un truc qui va arriver à un moment donné, quoi. Une montagne qui va arriver à un moment donné. Donc pendant ce temps-là, je développe. Et ma principale qualité, je pense, en tout cas ce que dit mon associé, c'est que mon associé, il dit toujours être à 80% de ses capacités pour gérer les problèmes et monter à 100% s'il y a un souci. Moi, je suis à 100%, ce qui fait que quand il y a des problèmes, je suis obligé de monter à 120. Et si je monte à 120, c'est une vraie technique pour moi, c'est un vrai process qui me permet de dire, je vais trier naturellement les priorités, parce que je ne peux pas gérer 120%, je peux gérer que 100%. Et du coup, ça va me permettre de trier mes priorités et de voir où est le pragmatisme. Et des fois, c'est dans les plus grands feux, les plus grands trucs, là où il y a le plus de problèmes, où il y a tout qui plante, machin, où on a eu les meilleures choses. Parce que c'est là où on a pris les meilleures décisions. Non pas parce que c'était compliqué, mais parce qu'on était tellement croulé sous tellement de choses à faire que naturellement, il fallait trier ses priorités. Donc ça, je le garde. Et la troisième partie, c'est tester, R&D, diversifier, tester de nouvelles choses, etc. etc. Et je n'ai pas de journée type. Vraiment, j'en ai pas. Je me lève ce matin, je me suis levé à 8h parce que j'avais mon associé. Donc moi, je vis à Dubaï, donc il y a 2 heures de décalage. Il fallait qu'on chope à 7h du matin parce que lui, on s'en fout. Mais des fois, je me lève à 10h. Il y a des fois, je termine de travailler à un peu tard, des fois à 8h. Mais des fois, je travaille pas. Je termine à midi. J'ai pas vraiment de sens. Je me laisse vraiment bercer par ça parce qu'il arrive un moment où tu comprends que c'est pas qu'une question de travail, c'est vraiment une question de décision et une question de stratégie et d'orientation. Et le maître mot de tout ça qui m'a guidé pour te dire tout ça, c'est que le vrai truc qui pour moi me guide, c'est le pragmatisme et surtout, par-dessus tout, en tête d'affiche, le bon sens. Ça sert à rien de réinventer la roue. Pourquoi est-ce que tu te casserais les bonbons à payer un site pour développer une idée d'un machin? Non, tu sais quoi? Tu mets une page, tu mets un produit et tu regardes si ça marche. C'est ce pragmatisme-là. Le bon sens, c'est pourquoi tu continues pourquoi 80% de ton temps génère 20% de résultats? Si la loi de Pareto est vraie, et elle l'est, 20% de ton temps fait 80% de tes résultats. Donc tu fais quoi 80% de ton temps? Ça, c'est une Brasse du vent. Et oui, et tout le monde. Et ça, c'est un truc que je dis à chacun de mes salariés. C'est toutes les semaines, je leur dis, alors maintenant ça se transforme un peu, mais toutes les semaines, je leur dis, posez-vous la question, où est-ce que vous avez perdu 80% de votre temps cette semaine? Posez-vous la question. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 20% de votre temps qui fait 80% de votre chiffre. Donc, qu'est-ce que vous foutez le reste du temps? Et posez-vous les bonnes questions. Et c'est très important quand tu formes pas des soldats, mais des lieutenants, entre guillemets, ou des généraux, j'en sais rien, je ne connais pas trop les trucs, mais c'est que c'est important de remettre en question le pourquoi tu travailles. C'est ce qu'il y a de plus vital. Si tu fais les choses machinalement, tu es un soldat. Et donc, si tu es un soldat, tu fais machinalement sans réfléchir.
Et donc, il n'y a pas de sens, quoi. Il n'y a pas de sens, en fait. Comme une fourmi qui, voilà, tu vois l'exemple, quoi. Ok, mais écoute, c'est excellent. Je vais même pas rebondir dessus, parce que j'invite plutôt les gens à revenir en arrière s'ils n'ont pas tout noté, parce que tu as donné plein de petites pépites sur lesquelles on pourrait rediscuter, mais ouais, tu as parlé de décision, enfin, tu as donné plein de trucs sur le management, plein de trucs très utiles. Juste, je mets en avant pour les gens qui écoutent que les 5-10 dernières minutes étaient très importantes et qu'il y avait plein de choses à noter. Donc, revenez en arrière. Voilà, vous revenez en arrière, ça vous fera 10 minutes de plaisir en plus. Et du coup, nous, on va terminer tranquillement l'interview comme il se doit. Déjà, tu vas nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors, il y a donc, si les gens, enfin, il y a plein de choses. Alors, j'ai un site web qui s'appelle Web de Fou, mais je pense que tu mettras le lien quelque part, je Tout pense. à fait. Voilà. Donc voilà, je suis très réactif sur WhatsApp. Je laisse mon WhatsApp pour discuter, etc., échanger avec des personnes qui veulent. Ça n'y a aucun souci là-dessus. C'est ça l'avantage de WhatsApp, c'est que tu peux répondre quand tu veux. Puis surtout, tu as les messages audio sur WhatsApp. Voilà, ça, c'est Ça, chouette. c'est génial. Ça, c'est le top. C'est franchement le top, ouais. Et donc voilà, donc sur le site Web de Fou, qui est donc là où j'apprends aux gens à vivre en fait de leur contenu, mais notamment à travers l'email, à travers l'affiliation, à travers la fidélisation, à travers plein de sujets en fait, parce que ça passe par beaucoup de trucs. En gros, c'est mes 15 ans de projet et mes 10 ans d'entrepreneuriat que j'essaie de transmettre en fait à travers des formations, que ce soit dans le business, dans l'affiliation, dans tout ce que j'ai vécu. Je parle que des choses que je connais, bien sûr. Je ne suis pas le genre à parler. Je ne parlais pas de dropshipping, j'en ai fait, mais je ne suis pas du tout légitime, quoi. Donc, je ne ferai jamais de formation sur le dropshipping, par exemple. Mais voilà, donc j'essaie d'apprendre aux gens vraiment à se libérer un peu, à se libérer un peu, à faire les bons choix. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, toi, en off. J'apprends vraiment aux personnes à essayer d'être un peu le tremplin qui va leur permettre de réussir, parce que tout ce qu'on a dit pendant cette interview, finalement, le process qu'il faut garder en tête, c'est toujours réussir à tester un maximum de choses en un minimum de temps, mais pas pour faire ça pour le délire, quoi. Pour faire ça pour ensuite analyser avec objectivité ce que tu as fait pour réitérer les choses qui marchent. C'est ça l'essentiel. Écoute, merci beaucoup. Je vais te poser une dernière micro-question. Il n'y a pas besoin de te justifier plus que ça sur celle-ci. Si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel? Franchement, aujourd'hui, là, comme ça, de brut, j'ai tout, en fait. J'ai du temps pour ma famille, j'ai pas besoin de super pouvoir. Pas besoin de super pouvoir. Presque, j'ai envie de te dire, je vois pas à quoi ça servirait d'avoir un super pouvoir. Il y a le pouvoir voler, devenir invisible, tout ça, même pas. Tu vois, j'en sais rien, j'imagine. Je sais pas. Peut-être pouvoir avoir, allez, vas-y, on va faire le truc un peu classique. Peut-être pouvoir avoir tout le condensé de l'expérience que j'ai aujourd'hui, mais avant, en fait. Parce qu'il y a une phrase qui dit il y a 5 ans, c'était mieux avant. Tu vois, c'était mieux il y a 5 ans. Tu connais cette phrase? C'était mieux il y a 5 ans. Oui. Mais dans 5 ans, on dira la même chose aussi. Donc en fait, le vrai truc, c'est. Si, pardon, tiens, en parlant maintenant, je sais. Avoir une capacité d'apprentissage illimitée et rapide. Ah, c'est ça. Tiens, voilà, j'ai le truc. Si, clairement, ouais, voilà. Okay. Ouais, clairement, apprendre un maximum de choses. Matrix, tu sais, c'est bon, je sais conduire un hélicoptère. Alors, ce genre de truc. Écoute, parfait. On va terminer sur ce pouvoir. Je te remercie beaucoup pour ce temps, Cyril. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci à toi, Fabien, et merci de m'avoir invité. À très bientôt. Avec grand plaisir. Ciao. Ciao.